Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! C'était un lundi gris et humide dans le collège Jules Ferry, un établissement banal situé en banlieue parisienne. Rien ne laissait présager que cette journée bouleverserait à jamais l'équilibre d'une classe de 4-2. La cloche venait de sonner quand Madame Lefebvre, la prof principale, fit entrer une nouvelle élève. Je vous présente Inès Moreau. Elle vient d'arriver de Lyon. Soyez accueillants. Inès, 13 ans, brune, timide, avec un pull trop grand et un sac à dos élimé, entra dans la classe en silence. Ses yeux cherchaient désespérément un visage amical, mais tout ce qu'elle reçut, ce furent des regards froids et des sourires narquois. La prof lui indiqua une place tout au fond, à côté de Clara et Lola, les deux filles les plus populaires et les plus venimeuses de la classe. Le genre de duo qui, avec quelques mots, pouvait transformer la vie de n'importe quel élève en enfer. À peine Inès eut-elle posé son sac que les chuchotements commencèrent. « C'est quoi cette dégaine? » « On dirait qu'elle sort de 2005, lança Clara avec un sourire en coin. Lola prit une photo discrète et la posta sur Snapchat avec le commentaire # Fashion Catastrophe. Derrière elle, Maxence et Yacine, les deux garçons les plus bruyants du groupe, regardaient la scène en gloussant comme des hyènes. Inès, elle, faisait de son mieux pour ne pas réagir. Elle avait connu le rejet avant. Mais celui-ci avait une saveur particulière, celle de la méchanceté gratuite et organisée. Au déjeuner, elle s'installa seule à une table du fond. À peine avait-elle commencé à manger que son yaourt fut renversé par accident. « Oups, je suis maladroit » ricana Maxence. Yacine éclata de rire. Inès serra les poings, mais ne dit rien. Le clou du spectacle arriva le mercredi suivant, jour de l'atelier théâtre au gymnase du collège. Ce jour-là, les élèves n'étaient pas en uniforme et pouvaient porter ce qu'ils voulaient. Inès, espérant passer inaperçue mais élégante, avait mis une jupe plissée bleu marine, la seule vêtement un peu habillé que sa mère lui avait laissé avant de repartir en province. C'était un souvenir, un symbole, un morceau de dignité. Mais pour Clara et sa bande, c'était une cible. Tout s'est passé en moins d'1 minute. Alors qu'Inès se tenait près du mur du gymnase, Lola fit un signe à Maxence. Clara s'approcha par derrière. Et en un éclair, elle tira brutalement sur la jupe d'Inès. Un craquement sinistre déchira le silence. Le tissu céda. La jupe tomba à moitié, exposant ses collants troués. Un souffle parcourut la pièce. Puis les rires fusèrent. Des téléphones sortirent. Quelqu'un filma. Inès, figée, ne pleurait pas. Elle leva lentement la tête. Son regard croisa celui de Clara. Et à cet instant, les rires moururent. Car derrière eux, une voix tonna, « Ça suffit !» C'était Monsieur Dumas, le nouveau professeur de PS, ancien militaire, réputé pour sa droiture et son calme implacable. Tout le monde sur le terrain. Immédiatement, plus personne n'osait parler. Même Maxence avait blêmi. Monsieur Dumas disposa des tapis de sport et ordonna, « On va faire un test. » Un test de courage. Vous avez voulu humilier. Maintenant vous allez prouver que vous avez la force que vous prétendez avoir. Il leur fit faire des exercices intenses, pompe, gainage, burpée, corde à sauter, pendant 20 minutes. Et pendant tout ce temps, Inès se tenait debout à côté, sans bouger, les bras croisés, observant. L'une après l'autre, Clara, Lola, Maxence et Yacine s'effondraient, haletants, trempés de sueur, incapables de suivre. Inès s'approcha doucement, s'agenouilla et dit calmement, « Vous êtes fort pour déchirer des vêtements. Mais pour tenir debout, c'est une autre histoire. » À ce moment précis, la supériorité s'inversa. Et ceux qui se croyaient invincibles réalisèrent qu'ils venaient de tomber. Pas à cause d'un coup, mais parce qu'ils s'étaient heurtés à une force qu'ils ne comprenaient pas, la dignité silencieuse. Après l'incident du gymnase, une étrange tension s'était installée dans la classe de 4-2. Inès était devenue, en quelques minutes, une figure impossible à ignorer. Pas une star, ni une victime, mais un mystère. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, « Elle a jeté un sort ou quoi ?»
C'est pas normal, cette fille, elle a même pas pleuré. Moi je me serais enfui direct. Clara et Lola, elles, ruminèrent leur humiliation en silence. Maxence n'osait plus croiser le regard d'un adulte. Et Yacine avait supprimé ses réseaux. Mais Inès ne cherchait ni vengeance, ni gloire. Elle se contentait d'avancer. Discrète. Silencieuse. Chaque jour après les cours, elle quittait le collège sans un mot. Elle rentrait dans ce petit appartement au 4e étage d'un immeuble HLM, près de la station RER d'Argenteuil. Là, l'attendait sa grand-mère, Odette, ancienne professeure de lettres à la retraite, aujourd'hui en fauteuil roulant. C'est elle qui avait élevé Inès depuis que sa mère était partie à Marseille pour travailler. Et c'est elle qui lui avait appris à lire dans les regards, à parler avec dignité, à ne jamais rendre la violence par la violence. Les mots, Inès, sont des armes que personne ne peut enlever. Mais le silence, c'est ton bouclier. Ce que personne ne savait, c'est que depuis 2 ans, Inès s'entraînait dans un petit dojo au coin de la rue d'Aligre. Pas pour se battre. Pour canaliser. Elle pratiquait l'aïkido, une discipline fondée sur la maîtrise de soi et la non-violence. Les mercredis et samedis, elle aidait même le sensei à encadrer les plus jeunes. C'est là qu'elle avait appris à respirer face à l'humiliation. À accueillir la colère des autres sans l'absorber. À résister. Et pourtant, au collège, les attaques continuaient. Moins visibles. Plus perfides. Un matin, elle retrouva son casier vidé. Une autre fois, on raya son cahier de maths avec un cutter. Puis il y eut les rumeurs. On disait qu'elle avait été exclue de son ancien collège pour violence. Qu'elle avait frappé une surveillante. Qu'elle était suivie par un psy. Des mensonges. Mais bien orchestrés. Car Clara, humiliée publiquement, avait décidé de frapper plus fort, mais sans laisser de traces. Le coup le plus bas arriva quand une capture d'écran tourna sur les téléphones des élèves. Un message signé Inès Moreau 95 disait « Madame Lefebvre est une incompétente. Elle pue la naphtaline. » Le genre de message qu'un professeur ne pardonne pas. Inès fut convoquée par le principal, M. Bernier. Il était sévère, méthodique. Il ne plaisantait pas avec les insultes. Ce genre de comportement ne sera pas toléré dans notre établissement, mademoiselle Moreau. Inès resta droite. Elle sortit son téléphone, ouvrit ses réglages, montra qu'aucun compte de ce nom n'existait sur ses appareils. Et surtout, elle révéla un détail, l'IP du compte ne correspondait pas à son adresse. M. Bernier fronça les sourcils. Il fit venir l'informaticien du collège. L'enquête dura 2 jours. Résultat? Le compte avait été créé depuis le portable de Clara. L'affaire éclata au grand jour. Clara fut suspendue 3 jours, privée de réseau scolaire et destituée de son poste de déléguée de classe. Ce fut un choc. La fille la plus populaire, punie publiquement. Et Inès? Elle ne dit rien. Pas un mot de triomphe. Elle continua d'arriver, de travailler, de repartir. Mais dans l'ombre, elle faisait quelque chose d'autre. Elle écrivait. Dans un carnet à spirale, elle notait tout, les regards, les silences, les gestes. Pas pour dénoncer, mais pour comprendre. Elle voulait décoder les comportements, comme on décode un langage inconnu. Et elle se rendit compte d'une chose, les élèves comme Clara, Maxence et Lola agissaient par peur. Peur d'être oubliés. Peur de ne pas être vus. Peur de n'être rien d'autre que des ombres dans un système scolaire trop bruyant. Alors Inès changea de tactique. Elle proposa un projet. Un atelier d'écriture anonyme, ouvert à tous, encadré par elle et Madame Lefebvre. Au début, seuls 2 élèves vinrent. Puis 5. Puis 10. On y écrivait des lettres qu'on n'envoyait jamais. Des pensées qu'on n'avouait à personne. Et dans cet espace, les masques tombèrent. Lola y écrivit qu'elle se sentait transparente à la maison. Maxence y avoua que son père le traitait de bon à rien. Et Clara? Clara ne vint pas. Du moins, pas au début. Mais quelque chose était en train de changer. Le collège Jules Ferry ne parlait plus de la nouvelle comme d'un problème.
On parlait d'elle comme d'une force tranquille. Et les professeurs commençaient à s'en rendre compte. Mais le calme n'est jamais éternel. Et au fond du couloir B, quelqu'un observait. Quelqu'un qui n'avait pas pardonné à Inès d'avoir mis la vérité en lumière. Quelqu'un qui allait tout faire pour briser ce qu'elle venait de construire. Cela faisait désormais 3 semaines que l'atelier d'écriture animé par Inès fonctionnait dans la salle 204, une fois par semaine. Le projet s'était répandu dans tout le collège, et même les professeurs y faisaient référence en cours. Les élèves s'étaient ouverts comme jamais. C'était devenu un lieu sacré. Mais dans chaque histoire de reconstruction, il y a une faille. Et cette faille, c'était Hugo. Hugo était un garçon discret, ni dans la bande des populaires, ni dans celle des invisibles. Toujours seul, il écrivait dans un vieux carnet à spirale, mais ne participait jamais aux lectures. Au fond, Hugo nourrissait une rage sourde. Non pas contre Inès, mais contre l'écho qu'elle créait. Il estimait qu'on la portait au nu alors qu'elle n'était, selon lui, qu'une victime améliorée. Il la jalousait en silence. Lui aussi avait souffert. Lui aussi avait été moqué, humilié. Mais personne n'était jamais venu lui tendre la main. Un jeudi après-midi, alors que tout le monde était réuni dans la salle d'art plastique pour finaliser les panneaux de la future exposition Mots silencieux, un projet qui réunirait textes, dessins, photos et témoignages d'élèves, un cri éclata. « C'est qui le justicier maintenant ?» Hein? Tous se retournèrent. Hugo venait de balancer au sol une boîte remplie de textes soigneusement pliés. Inès, restée debout, ne bougeait pas. Il continuait. Vous l'écoutez tous comme si c'était Gandhi, mais vous savez même pas qui elle est vraiment. Elle fait juste genre. Un silence pesant s'abattit. Puis, Hugo sortit un papier de sa poche. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Un message à moi. Regardez. Il lut à haute voix une phrase blessante, signée Inès M. Certains élèves reculèrent. Mais Inès s'avança calmement. Ce message n'est pas de moi. Et tu le sais. Tu l'as écrit toi-même. Elle sortit son carnet, qu'elle ouvrit à la date exacte. Ce jour-là, j'étais en séance d'aïkido à Aligre. Il y avait 12 autres personnes présentes, dont mon entraîneur, qui m'a signé à l'entrée. Madame Lefebvre, qui venait d'entrer dans la salle, s'empressa de vérifier. Elle connaissait la réputation d'Inès, mais voulait être juste. Hugo, blême, resta figé. Mais ce n'était pas terminé. Dans les jours qui suivirent, Hugo se retrouva mis à l'écart. Non pas par vengeance, mais parce que ses mensonges avaient ébranlé un système fragile. Et paradoxalement, c'est Inès qui demanda à ce qu'on ne le punisse pas. Il est comme moi, en colère. Mais il a choisi un autre chemin. Il n'est pas trop tard pour l'en changer. Pendant ce temps, la tension augmentait dans l'équipe pédagogique. Le proviseur M. Bernier était partagé entre fierté et inquiétude. L'établissement recevait de plus en plus de demandes de journalistes, de médias, de parents d'élèves. L'Éducation nationale elle-même avait entendu parler du programme d'écriture. On pourrait lancer un projet pilote à l'échelle académique, avait dit l'inspectrice venue une semaine plus tôt. Mais ce genre de notoriété attire aussi la pression. Certains enseignants, peu convaincus par l'approche émotionnelle, estimaient qu'on donnait trop de pouvoir à une élève. Une réunion exceptionnelle fut convoquée. Inès y fut conviée. Elle avait 13 ans. Et elle allait devoir convaincre une salle remplie d'adultes qu'elle n'était ni une menace, ni un phénomène temporaire. Elle arriva avec un petit discours qu'elle avait écrit sur une feuille A4. Pas de PowerPoint. Pas de vidéo. Juste ces mots. Ce n'est pas moi que vous devez écouter. C'est tout ce qui n'a jamais été dit. Les mots qu'on garde dans sa tête, ceux qui brûlent la poitrine, ceux qui font pleurer en silence dans les toilettes. Ce projet, ce n'est pas sur moi. C'est sur nous. Sur ce qu'on étouffe tous les jours dans vos couloirs, vos escaliers, vos notes. À la fin, personne n'applaudit. Mais tout le monde resta silencieux. Ce fut suffisant. Et pourtant, le calme avant la tempête. Hugo ne s'était pas résigné. Il avait tout filmé. Il avait monté une vidéo truquée où l'on voyait Inès apparemment se moquer de Clara dans une conversation enregistrée.
Il l'avait publié sur un serveur Discord où plusieurs élèves passaient leur temps. Très vite, les images circulèrent. Inès est fausse. Elle manipule tout le monde. Une vague de doute s'éleva dans la classe. Les regards changèrent. Les sourires s'effacèrent. Mais cette fois, Inès n'était pas seule. Clara, qui jusque-là l'avait toujours détestée, se leva en classe le lendemain et dit à voix haute « J'ai été horrible avec elle. Et elle m'a jamais humilié. Si vous croyez cette vidéo, c'est que vous ne la connaissez pas. » Puis Lola. Puis même Maxence. Les anciens bourreaux devenus témoins. Ensemble, ils alertèrent la direction. L'informaticien vérifia les métadonnées, la vidéo avait bien été truquée. L'affaire d'Hugo fut close et il fut orienté vers un accompagnement psychologique. Dans cette tornade, Inès n'avait pas vacillé. Pas une fois. Elle avait pleuré, seule, chez elle, dans les bras de sa grand-mère. Mais au collège, elle restait droite. Et c'est cela que tous avaient vu. Une fille de 13 ans, pas parfaite, pas invincible, mais courageuse. Humaine. Et pendant que les adultes débattaient encore de la meilleure manière d'introduire des ateliers de parole dans le programme national, une chose était certaine, la semaine suivante, toute la classe de 4-2 assisterait à la première exposition mots silencieux. Un événement né d'une humiliation qui allait bientôt changer plus qu'un collège. Le jour tant attendu arriva. C'était un vendredi matin comme les autres, sauf que dans les couloirs du collège Jules Ferry, tout semblait plus silencieux que d'habitude. Pas de cris, pas de rires moqueurs, pas de téléphone dégainé à la première maladresse. Même les surveillants paraissaient marcher avec plus de calme. Ce jour-là, à 14 heures précises, la salle polyvalente ouvrait ses portes pour l'exposition mots silencieux. Les enseignants, les élèves, les parents et même des journalistes locaux étaient attendus. Monsieur Bernier, le principal, avait invité l'inspectrice d'académie, des élus locaux et même un représentant du rectorat. Inès était là depuis 7h30. Accompagnée de Clara, Maxence, Lola, Yacine oui, même Yacine et quelques autres. Tous les anciens bourreaux, désormais devenus bénévoles, accrochaient les derniers textes, positionnaient les dessins, installaient des chaises. Inès vérifiait l'éclairage. Chaque détail devait être parfait. Ce projet, ce n'était plus seulement une réponse à ce qu'elle avait vécu. C'était devenu un miroir tendu à tous ceux qui n'avaient jamais osé parler. À 13h55, la salle était déjà remplie. Des parents se penchaient sur des lettres anonymes exposées dans des cadres. Certains avaient les larmes aux yeux. Un texte racontait l'angoisse de rentrer à la maison. Un autre décrivait les pensées d'un élève harcelé depuis la 6e. Une maman essuyait discrètement ses lunettes. Le père d'une élève très populaire, lui, semblait livide. À 14h pile, les lumières se tamisèrent. Un écran géant s'alluma. Un court film démarra. Montage sobre, des images de la cour, du collège, d'élèves en silence, de phrases projetées sur fond noir. Je n'ai pas crié, mais j'ai entendu. Quand on m'a arraché la parole, j'ai écrit. Puis, la voix d'Inès, enregistrée la veille, lut un texte de 3 minutes, une lettre à son moi du passé, celui du jour où sa jupe a été déchirée. Dans la salle, un silence de cathédrale. Certains enseignants pleuraient. La professeure de français, pourtant réputée pour sa froideur, se tenait la main sur le cœur. La vidéo s'acheva sur ces mots, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la douleur qu'elle n'existe pas. Les lumières se rallumèrent lentement. Le premier à se lever fut Monsieur Bernier. Il s'approcha d'Inès, devant tout le monde, et dit simplement « Merci ». Puis il se tourna vers le public. « Aujourd'hui, cet élève nous a montré ce que signifie vraiment le mot courage. Pas par la force. Par la constance. Par la dignité. » Il se tourna vers l'inspectrice d'académie. « Je vous demande officiellement de soutenir l'extension de ce projet dans d'autres établissements. » Et alors qu'on pensait que le sommet était atteint, un moment inattendu vint tout bouleverser. Au fond de la salle, un homme s'approcha timidement. Costume froissé, cartable usé. Il murmura son nom à une surveillante, qui s'approcha d'Inès. « Inès, il y a quelqu'un pour toi. » Elle se retourna. Ses yeux s'agrandirent. Elle trembla.
C'était son père. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Depuis qu'il avait quitté Lyon sans prévenir. Il l'observait, les larmes aux yeux. Je t'ai vu dans le journal. J'ai tout lu. Et j'ai compris que j'étais absent quand tu avais besoin de moi. Mais je suis là. Maintenant. Si tu veux. Inès ne répondit pas tout de suite. Elle inspira profondément. Puis, devant toute la salle, elle marcha vers lui. Et au lieu de le repousser, elle lui tendit la main. Sans un mot. Un simple contact. Mais dans ce geste, il y avait tout, la douleur, le pardon, l'histoire. Ce moment fit le tour des réseaux sociaux. Un cliché, pris par une élève, montra Inès, debout face à son père, main tendue, au milieu d'une salle pleine. Il fut partagé des milliers de fois. Le courage n'a pas de voix. Mais il change les choses. Les semaines suivantes, plusieurs collèges d'Île-de-France prirent contact avec Jules Ferry pour imiter leur programme. L'exposition fut transformée en itinérant. Inès fut invitée à témoigner dans un podcast éducatif. Mais elle resta humble. Elle refusa les interviews télé. Elle disait « Ce n'est pas mon histoire. C'est celle de ceux qui n'ont jamais pu la raconter. » Et au collège? Les choses avaient changé. Vraiment. On entendait des merci dans les couloirs. Des pardons aussi. On voyait des groupes mélangés. Des silences apaisés. On voyait une Inès qui souriait. Pas parce qu'elle avait gagné. Mais parce qu'elle savait désormais qu'elle n'était plus seule.